L'actualité internationale des 7 derniers jours, c'est une semaine dans le monde, décryptée par nos éditorialistes aujourd'hui. Sylvie Kaufmann, éditorialiste et chroniqueuse au journal de Le Monde. L'heure du monde, c'est tous les samedis. Vous chroniquez également dans le New York Times. Également avec nous, Patricia Lémonière, grand reporter à TF1. Isis Ascoberetta, chargée de projet éditorial Cartonique for Peace. Et Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. On évoquait à l'instant les nouvelles révélations concernant la France et le Rwanda. On l'a appris cette semaine. Une plainte a été déposée contre BNP Paribas. Plusieurs associations l'accusent d'avoir à l'époque transféré des fonds qui auraient permis l'achat d'armes illégales par les génocidaires. Apprendre, Ziad Limam, qu'une grande banque a pu consentir un transfert d'argent qui a servi à des achats d'armes. Est-ce que ça change quelque chose finalement à la situation ? Vous me posez une question auquel j'ai aucun élément de réponse, ni factuel, ça veut dire qu'en gros, d'autres entreprises françaises ont pu à l'époque... Mais ce que je veux dire, c'est que l'histoire de cette période du Rwanda, elle est écrite parcellairement par des acteurs qui défendent chacun une approche de l'histoire. Il y a un certain nombre de procédures en cours, dont une dont parlait Patricia, qui est menée par les familles des pilotes qui étaient dans l'avion de Juvénal Habyarimana qui a été abattu. Il y a l'histoire qui est racontée par le FPR, il y a l'histoire qui est racontée par les Hutus, il y a des douleurs qui s'accumulent les unes au-dessus des autres. Personne n'arrive. Il y a le rôle que la France a joué, il y a le rôle que les Nations Unies ont joué, il y a le rôle que les généraux qui étaient sur place ont pu jouer, il y a ce qui s'est passé après, parce qu'on en parle assez peu, sur les massacres qui se sont, j'allais dire, qui ont débordé sur le Zaïre de l'époque. Il y a eu les guerres du Zaïre qui sont elles-mêmes relativement connectées. Donc, est-ce qu'on saura un jour ? Ça a l'air inextricable et en plus la mémoire s'efface avec le temps. Donc... Ce que je pense dans ces processus historiques, c'est qu'il faut prendre les choses... une par une. Donc il y a un débat autour de la France et des archives et de ce qui s'est passé. Donc ça, c'est un débat sur lequel il peut y avoir des décisions. Il peut y avoir des choses qui sont prises. On verra quel a été le rôle de la France officielle. Les procédures de justice, c'est très compliqué. C'est pas la première autour de l'avion. C'est la première qui concerne une personne morale. Oui, exactement. Mais en même temps, ça peut être contesté une fois que le jugement sera fait. Enfin bref, donc moi, partons déjà de cette histoire du rôle de la France. Je pense qu'il y a une écriture... affaire au Rwanda, qui est très compliquée parce qu'on est aussi très proche, parce qu'on ne se rend pas très bien compte de la magnitude de ce que ça a été. Enfin, les gens qui ont gardé des souvenirs. Nous, à l'époque, à Jeune Afrique, quand je travaillais à Jeune Afrique, il y avait quelque chose d'extrêmement émotionnel et très, très puissant. Mais il fallait que les gens aillent sur le terrain, parce qu'ici, on ne s'en rendait pas compte. Et quand les journalistes allaient sur le terrain et qui revenaient lessivés, à ramasser à la cuillère, parce qu'ils avaient vu des choses horribles, c'est là que les gens se sont dit, il se passe quelque chose. Il faut qu'on essaie de comprendre ce qui se passe. Mais ça a mis un certain temps. Sylvie Kaufmann, est-ce qu'une banque BNP, à l'époque, fraîchement privatisée, a pu débloquer des fonds sans en référer, concernant des achats d'armes qui concernent un pays en guerre, en tout cas en guerre civile, sans en référer à l'État français et au pouvoir public ? Je suis incapable de vous répondre. C'est une banque privée, même si fraîchement privée, elle est privée. Donc, à l'époque, elle venait d'être privatisée. Donc, elle n'a pas normalement obligation d'en référer à l'État. Après, tout ça passe par des circuits, vous savez, par la Suisse, je crois. Enfin, rien ne se fait de manière ouverte et transparente et publique dans ces cas-là. Donc, il faut laisser les enquêteurs faire leur travail. Il y avait des contrats. Ce qui rend les choses très compliquées, c'est qu'il y avait des contrats entre le Rwanda de Juvénal Habyarimana et la France. Il y avait un accord de défense. Il y avait un accord de coopération, etc. On livrait des armes déjà. Donc on livrait des armes. Mais bon, ces armes, elles ont été livrées aux forces zaïroises. Et c'est tout le paradoxe de la situation, c'est qu'on a visiblement voulu maquiller en tout cas la destination finale de ces armes qui ont transité par Goma avant d'arriver à Gisenyi ensuite, et donc de passer la frontière. Nous ne sommes pas enquêteurs. Alors là, vous en savez beaucoup. Nous ne sommes pas enquêteurs. C'est ce qu'on peut lire dans les colonnes du Monde, en tout cas. Oui, mais il faut être excessivement prudent. Il y a des choses, et puis il faut attendre, je veux dire. C'est pas nous ici qui pourrons mener l'enquête avec nos petits moyens, en tout cas, je pense. Isis Ascoberetta, le Rwanda à nouveau 23 ans après, et bien sûr, j'imagine que ça a été aussi abondamment commenté par le dessin. Voilà.
Alors, j'ai un premier dessin qui est un dessin des Hirschfeld, dessinateur allemand. Alors, c'est un dessin qui date de décembre 2016. Alors, je l'ai pris parce qu'il revient justement sur cette histoire trouble entre le Rwanda et la France. Donc, vous voyez le président Paul Kagame qui jette ses crânes sur les statues de Mitterrand et qui rebondit sur celui d'Hollande. Alors, comme vous disiez tout à l'heure, Hollande avait annoncé la déclassification de certaines archives de l'Élysée. Et voilà, on ne sait pas ce qui va arriver maintenant avec la présidence de Macron. En tout cas, il y a une longue histoire. Cet autre dessin des Kishka, dessinateur israélien. Alors, lui, il revient justement sur ces nouvelles déclarations qui mettent en cause BNP. Voilà, le BNP Rwanda, un pari bas de trop. Voilà, l'opération turquoise à laquelle avait participé la France. Et cet autre dessin des Glé, dessinateur burkinabé, un dessin publié dans This is Africa. Alors lui, il met en scène ces deux soldats, vous voyez, avec les yeux bandés. On ne sait pas si c'est parce qu'ils ne veulent pas trop savoir ce qui se passe ou d'où il vient les ordres qu'ils vont recevoir. Donc justement sur la livraison d'armes de la France vers les personnes qui viennent commettre les génocides. Alors, il y en a un qui dit « Je ne sais pas où je ne dois pas livrer, c'est que je ne connais pas, destiné à je ne sais pas qui. » Et l'autre qui lui répond « Je ne sais pas si c'est là-bas. » Donc, toujours un peu incertain. Et cet autre dessin des Paresh, alors un dessin qu'on lit en deux tons. Donc, avant, voilà, les génocides rwandais. Et on voit cette communauté internationale qui s'exclame « Oh, c'est triste. » Et voilà, on peut voir ce qui se passe aujourd'hui, justement, avec un autre exemple comme la guerre civile en Syrie. Et voilà, la communauté internationale qui, cette fois-ci, a une autre réaction qui dit « Ils seront contents de savoir qu'on est en train d'organiser d'autres conférences de paix. » Donc, à savoir aussi la communauté internationale, comment elle a réagi, comment elle évolue après le génocide rwandais et ce qui se passe dans le monde actuellement. Merci Isis. Il sera à Paris, lui, le 14 juillet, sur les Champs-Élysées pour célébrer aux côtés d'Emmanuel Macron la fête nationale ici en France. Donald Trump a donc dit oui à l'invitation de l'Élysée. Il assistera au défilé des soldats américains aux côtés des troupes françaises, manière de commémorer le 100e anniversaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Ils avaient alors rompu avec 3 ans d'isolement et de neutralité dans le conflit. On peut établir un parallèle aujourd'hui. Sylvie Kaufmann, il aura fallu moins de 3 ans, 5 mois finalement à peine, à Donald Trump pour s'apercevoir des périls de l'isolationnisme. Oui, on peut voir les choses comme ça. Je crois qu'il y a d'abord de la part d'Emmanuel Macron encore un coup assez oui. Génial. Génial, ou est-ce que là la ficelle de com' est pas un peu grosse? Parce que quand même, il invite Donald Trump qui arrive quand même, alors là pour le coup, à nouveau terni de nouveaux tweets. On va voir, on va voir ce qui se passera. Est-ce que ça donnera déjà, on aura un petit peu peut-être une idée pendant la réunion du G20 la semaine prochaine, où ils vont se voir aussi à Hambourg. Mais si vous voulez, si vous prenez un petit peu de recul, vous avez un président qui vient d'être élu, qui a 39 ans, donc il n'a aucune expérience diplomatique avant, et qui, en moins d'un mois, a fait venir Vladimir Poutine à Versailles, lui a dit ses 4 vérités publiquement, et qui maintenant fait venir Donald Trump le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Alors oui, il faut qu'au bout d'un moment, on n'en reste pas à l'image et qu'il se passe quelque chose au-delà des symboles. Mais je crois qu'il y a aussi une certaine forme de réalisme au-delà du coup médiatique. Il y a une forme de réalisme qui s'impose, qui est que la France ne peut pas être efficace en termes de lutte antiterroriste sans les États-Unis. Alors, tout le monde, tous les dirigeants étrangers essayent de voir comment est-ce qu'on peut gérer Donald Trump, ou plutôt gérer l'absence d'un président américain ou ses comportements totalement imprévisibles. Il y a eu des manœuvres, il y a la stratégie du contournement, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de dirigeants qui se sont dit, à commencer par Angela Merkel, qui a essayé par sa fille, par exemple. Il y en a d'autres qui se disent, le général Mattis, le ministre de la Défense, est plus raisonnable. Il y en a d'autres qui disent Rex Tillerson dit des choses différentes. On le voit sur le Qatar, par exemple. Il y a des stratégies différentes de la Maison-Blanche qui sont exprimées. Mais en réalité, le président américain reste le président des États-Unis. Et finalement, tous ces interlocuteurs étrangers se disent il vaut quand même mieux essayer de
traiter aussi avec lui. Donc je crois que c'est le pari que fait Emmanuel Macron. On verra s'il se révèle le bon pari. Il tente la relation personnelle, finalement, en misant sur l'irrationalité de Donald Trump. Le seul moyen, c'est de nouer un lien affectif particulier avec lui, Patricia Limonière. Il rentre dans le jeu qu'aime faire et jouer Donald Trump. Oui. Donald Trump a toujours dit « j'aime la relation directe ». Le face-à-face. Donc Emmanuel Macron le prend sur son terrain, le face-à-face. Va-t-il être cash comme il l'a été avec Vladimir Poutine? Ça, on va le voir. Mais au-delà de ses propos cash, quelle est la stratégie que veut mettre en place Emmanuel Macron face à Donald Trump sur quelques grands dossiers? Vous avez évoqué le dossier syrien. Est-ce qu'on assiste à une modification, une inflexion de la politique française sur le dossier syrien? En tout cas, sur les armes chimiques, ils disent à peu près la même chose. Sur les armes chimiques, oui, la ligne rouge est rétablie. Oui. On l'avait oublié pendant un moment donné. Là, on va intervenir. Donc là, on rentre dans la, j'ai envie de dire, dans la phraséologie de Donald Trump. On est fort et puissant. Ça soulage la France, d'ailleurs, que Donald Trump, de manière assez nette, là, parle même d'attaques peut-être en train de se préparer et de l'intervention américaine si elle avait lieu. Parce qu'il faut le dire, Emmanuel Macron s'était avancé en présence de Vladimir Poutine à Versailles en disant « la France ne laissera pas faire ». Oui, mais je crois qu'au-delà de ces propos qui sont un peu suivistes par rapport à ce que vient de déclarer Donald Trump sur la question chimique, je crois que ce qu'il faut vraiment, ce qui est plus intéressant de voir, c'est est-ce que vraiment la France va rentrer dans une alliance beaucoup plus forte avec les États-Unis, qui se sont eux-mêmes rapprochés d'une certaine façon de Moscou sur certaines lignes, pas sur toutes. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, Donald Trump n'a pas énoncé de politique claire en ce qui concerne la Syrie. Il est un peu suiviste d'Obama, mais on n'a pas une vision très claire de ce qu'il veut faire. Ziad Limam, pourquoi faire finalement cette rencontre? Quels vont être les objectifs, d'après vous, d'Emmanuel Macron? Je pense que le mot a été dit 2-3 fois. Il y a une part de réalisme. Chez ce président, il est capable de parler à Poutine comme il est capable de parler à Trump, comme il est capable de parler à Moody, il parle aux gens qui comptent et il y va direct. Et donc, d'une certaine manière, il sort de l'espèce de diplomatie empesée où on utilise des mots très nobles comme les droits de l'homme, patati patata, et on a l'impression que lui, non, c'est pas son approche. Mais moi, j'ai des témoignages sur des rencontres plus modeste entre guillemets, mais par exemple sa relation à l'Afrique, où il est beaucoup plus direct. C'est-à-dire, il n'est pas du tout dans une démarche. Au Mali, par exemple. Voilà, il va au G5, il y va, mais les bilatéraux qu'il a eus avec les chefs d'État, c'est exactement la même chose. Donc tout le monde dit, le gars est direct. Il défend les intérêts de la France et il est réaliste, il essaye de... Et je pense que ça mérite d'être suivi. Moi, personnellement, je n'ai pas spécialement envie que Papy Donald vienne à Paris balancer 3 tweets, mal se tenir. Bon, c'est quand même pas rien pour son premier 14 juillet d'inviter Donald Trump. Enfin, mais je ne veux pas faire comme il y a eu sur Twitter, mais je peux vous montrer des images de 14 juillet en France, de tribunes officielles, qui ne sont pas glorieuses. On a eu Bachar, avec Bachar, je ne sais pas qui. Donc, non, et puis le côté habile aussi, c'est de dire il y a un siècle d'amitié, de coopération, d'amitié militaire. Vous nous avez sauvé la mise 2 fois, vous êtes des gens formidables, venez au 14 juillet, on va bien vous traiter. Il va être bien traité. Je ne sais pas s'il ira. Je crois que les Américains ne vont pas à Marigny parce qu'ils ne font pas confiance, mais bon, il y aura ce qu'il a fait avec Poutine et Versailles. Il va sûrement trouver le moyen de le faire avec Trump et je ne sais quel beau bâtiment de la République. Après, ce que vous disiez toutes les deux, ça ne changera pas. Le type est totalement imprévisible et donc on est obligé de parler au gars qui est imprévisible et aux 5 autres qui sont plus ou moins prévisibles et qui... pas forcément d'accord entre eux. Pas forcément d'accord entre eux, mais au moins on peut espérer un équilibre. Ce qui est amusant aussi, c'est qu'en termes de tactique, Emmanuel Macron, d'une certaine manière, est aussi imprévisible que Donald Trump. Finalement. Donc, je suppose que Donald Trump... Alors, il joue aussi de cette, comme vous le disiez, de cette relation personnelle. Donald Trump est très intrigué par Macron. Il aime même se comparer à lui en disant on est tous les deux des disruptors. Hein. On a démoli le système politique classique, on s'adresse directement aux gens, etc. Bon, après, combien de temps ça peut durer et sur quoi ils peuvent vraiment se mettre d'accord, on va voir. Mais je crois que Macron, là, instaure une sorte de pratique qui est il faut parler aux gens. Ce que vous disiez, il faut parler directement. Mais voilà, Poutine n'était pas fréquentable.
Hollande lui parlait quand même. Il y avait quand même un dialogue qui existait avec la Russie, mais c'était un dialogue difficile, gêné. Voilà, lui, il arrive, il repart un petit peu sur de nouvelles bases et je crois qu'il a raison de tenter les mérites du dialogue à la fois avec Moscou et avec Washington. Patricia. Oui, moi, je trouve qu'effectivement, dans cette nouvelle façon d'aborder les relations diplomatiques, avec ce côté cash et avec ce oui mais, il dit toujours, il encense, puis après, paf, il leur donne un petit coup par derrière, ou il leur donne un petit coup par derrière, puis après, il leur dit, mais vous êtes formidables. Moi, ce qui m'intéresse, est-ce que ça va faire bouger les lignes ? Est-ce que ce n'est pas que de la com ? On peut le croire sincère, il va instaurer un nouveau style, mais est-ce que c'est suffisant pour faire bouger les lignes et surtout ces enjeux colossaux qu'il y a derrière ? Parce que ce n'est pas des mots qu'il y a derrière, c'est des vies humaines, c'est des contrats financiers, c'est beaucoup de choses. Donc, est-ce qu'un homme, en voulant simplement être cash et en voulant dire des choses qu'on n'a jamais dites, va réussir ? Il y a aussi, d'abord, au Mali, vous l'avez dit aussi toutes les deux, je pense qu'on ne peut pas se passer des États-Unis. Donc, il faut bien trouver un mode. Mais je pense aussi qu'il y a une volonté de réinstaller la France au centre du jeu. Parce que le contexte aussi malgré tout, avec Hollande qui avait des tentatives, mais c'était, comme vous disiez, c'était toujours compliqué, c'était laborieux, c'est dans la peine, c'est avec Merkel devant, Merkel derrière. C'est pas la même chose quand c'est Obama en face. Non, mais là, il y a quand même une volonté française incarnée par ce président. Il y a un vide à combler quand même. Il n'y a pas les Anglais qui sont embringués pour je ne sais pas combien de temps. Un gros vide. L'Allemagne qui, malgré tout, ne peut pas jouer le rôle de puissance diplomatique, ou en tous les cas, pas sur tous les dossiers. Donc il y a une Europe qui parle peu, et puis il y a ce jeune président qui dit, voilà, c'est ça notre rôle, c'est ça. Je trouve ça intéressant, et je pense que c'est une carte à jouer, d'autant plus qu'on oublie aussi souvent que la France est aussi une puissance diplomatique. Il y a un Quai d'Orsay, c'est la 2e ou 3e puissance diplomatique du monde. On est au Conseil de sécurité, donc on a une machine qui sait quand même passer un peu entre les... Alors il y a une petite contradiction en vue là, qui est l'Europe. Alors on a un président qui est extrêmement européen, qui a fait campagne sur une plus forte intégration de l'Europe, qui parle de défense européenne, etc. Et puis qui a l'air pour l'instant de jouer pas mal la carte française sur la scène internationale. Alors on va voir justement cette semaine au G20 comment est-ce que ça s'intègre dans une stratégie plus européenne. Normalement, ils ont arrêté leur position à Berlin. Voilà. Et puis l'autre chose que je voudrais rappeler aussi, c'est que tout n'est pas si facile parce que par exemple au G7 de Taormina en mai, si vous vous souvenez, dans sa conférence de presse finale, Macron avait dit « J'ai très bon espoir que finalement sur le climat, le président Trump a reporté sa décision, mais je suis optimiste, je pense qu'il restera dans l'accord de Paris. » Et puis, plus 10 jours plus tard, bing, il annonce le contraire. Donc, on en parlera la semaine prochaine, mais ce G20 va être un moment à regarder. Il y a des scènes qu'on attend avec impatience. Poutine, Trump, Erdogan. Il y aura la rencontre Poutine-Trump. Il y a des scènes qui se présentent. On aura certainement des belles images. Isis Ascoberetta. On a des images. Alors, je pense qu'on va avoir un peu plus de dessins après le 14 juillet, mais j'ai déjà... Pour savoir ce qui va se passer, alors j'ai déjà un premier dessin des millions. Alors, la commémoration Trump au 14 juillet. Donc, vous voyez Trump qui est déjà très content. Melania, fais tes valises, on va à Paris. Les baby presidents nous invitent. Lafayette, nous voici. C'est parce qu'il se rappelle pas très bien qui est Lafayette. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pendant la campagne présidentielle, Macron avait justement exhorté Trump de revenir sur l'histoire des États-Unis pour se rappeler quel avait été le rôle de Lafayette lors de la guerre d'indépendance des États-Unis. Et si vous voyez bien, il y a aussi un petit clin d'œil à Pershing. Donc, on parlait tout à l'heure du centenaire 1917-2017 et ces dessins des plantus publiés dans Le Monde. Alors, on a eu la première rencontre avec la poignée de main. Alors, la question, est-ce que pour la deuxième rencontre, le 14 juillet, est-ce qu'on aura un petit selfie de l'amitié franco-américaine ? Et voilà, J'espère revenir avec d'autres dessins après le 14 juillet, s'il y a des moments que les dessinateurs vont croquer. Voilà, la cravate rouge. On voit que c'est Emmanuel Macron qui tient la perche sur le... Voilà. On va peut-être aussi montrer des dessins d'un autre sujet qu'on n'aura malheureusement pas le temps de traiter, mais malheureusement aussi, je pense qu'il reviendra certainement dans l'actualité des prochaines semaines. J'invite en tout cas ceux qui nous regardent à lire ou à relire la chronique de Sylvie Kaufmann. C'était samedi dernier que vous avez consacré donc à la question des
migrants, épisode 4, hein, disiez-vous, puisqu'à nouveau, l'Europe est confrontée à des arrivées importantes, traversées de la Méditerranée. C'est l'Italie qui se retrouve seule une fois de plus face à ces difficultés. Et bien sûr, ces migrants et ces bateaux qui chavirent quasi quotidiennement à nouveau et qui donnent lieu c'est assez scène extrêmement difficile. Isis Ascoberreta, les dessins. Oui, alors j'ai un premier dessin des Dilemmes, dessinateur algérien, dessin publié dans Liberté. Alors, migrants, l'Italie demande de l'aide à l'Europe. Donc, vous voyez ces gardes-côtes italiens. Bougez pas, je vais à Bruxelles chercher du secours, dit-il, pour faire patienter ces migrants qui sont en train de naufrager. Cet autre dessin des JO, un dessin publié dans Marianne. Alors, lui, il revient sur la situation des Calais. Alors parfois, quand le temps permet, on peut apercevoir le côte anglais depuis Calais. Et donc, vous voyez tous ces migrants qui ont les yeux rivés sur ces côtes anglaises. Et cet autre dessin des Délimbres, publié dans les Canards enchaînés. Alors, l'Europe se passionne pour le Tour de France. Et voilà, ces migrants qui s'exclament « Mais notre tour de la Méditerranée, tout le monde s'en fout ». Et donc, je profite aussi pour vous rappeler qu'on a sorti justement aux éditions Gallimard ces livres qui s'appellent « Tous migrants », 60 dessins de presse avec une belle préface de Benjamin Stora dans lesquels on revient sur la situation des migrants. Merci beaucoup Isis, merci également à Sylvie Kaufmann, à Patricia Lémonière et à Ziad Limam. On passe tout de suite à l'actualité vue du net, un œil sur les médias. Voilà, un œil sur les médias avec Laure Manin. Bonjour Laure. Bonjour Raphaël. D'abord, les hommages sur Internet rendus à la personne de Simone Veil, disparue aujourd'hui. Oui, avec notamment La Croix, qui lui consacre un grand article par Robert Badinter, Simone Veil, la mère courage de notre génération. Robert Badinter, pour mémoire, c'est quand même l'avocat qui avait fait en sorte que la peine de mort soit abolie en France, la peine de mort dont étaient passibles les femmes qui avortaient autrefois. Avec aussi ces dessins d'hommage dans la presse, le relais entre Gisèle Halimi, avocate également pour l'IVG, et Simone Veil qui avait obtenu donc, la signature de la loi à l'Assemblée nationale. Ce dessin est également de Pénélope Bagieux, la dessinatrice qui a consacré plusieurs ouvrages aux femmes rebelles, les culottées, dont fait partie Simone de Beauvoir. Il suffit d'écouter les femmes. C'était un extrait de son discours à l'Assemblée nationale en 1974. Et puis ce dessin d'Euna qui rend hommage à la féministe avec le symbole de la féminité sur la tombe de Simone Veil. Il va falloir que je me surveille parce que j'ai tendance à dire Simone de Beauvoir. Hommage également des grandes semondes, notamment Emmanuel Macron, très vive condoléances à sa famille, puisse son exemple inspirer nos compatriotes qui trouveront le meilleur de la France. Et évidemment, effectivement, beaucoup de compatriotes de Français ont appelé à ce que Simone Veil ait des obsèques nationales. Il faut vraiment que je me surveille. Et des obsèques nationales. Il y aura cet hommage mercredi qui aura lieu aux Invalides, mais beaucoup appellent à davantage, notamment ce député européen, merci, qui publie donc son communiqué de presse où il appelle à ce qu'elle soit au Panthéon. Elle fait partie du Panthéon moral de la République. D'autres veulent carrément son entrée au Panthéon tout court. Sa dernière demeure doit être le Panthéon, explique Madame Revaux Dallon, députée européenne Île-de-France. Et effectivement, toute la presse a emboîté le pas à ces demandes. Simone Veil, c'est la candidate idéale pour le Panthéon, explique le Huffington Post. C'est un écho repris également par Ouest France. Sera-t-elle la 5e femme à entrer au Panthéon? Simone Veil, celle que tout le monde veut voir au Panthéon. Ça a également inspiré un certain nombre de féministes qui ont lancé cette pétition sur le site change.org pour demander effectivement son entrée au Panthéon. Un tweet de Donald Trump qui défraye à nouveau la chronique et qui lui vaut de nombreuses critiques aux États-Unis. Ah là là, c'est un de plus, sa vulgarité contre une journaliste qui choque même dans son propre camp. La vulgarité, c'est concernant Mika Brzezinski qui co-anime Morning Joe avec Joe Scarborough. J'ai entendu le Morning Joe parler de mauvais termes de moi, ne regardez plus. Et ensuite, la folle
Paul, Mika, au faible QI, ainsi que Joe le Fou sont venus 3 jours chez moi à Mar-a-Lago au moment de la fin de l'année, de la Saint-Sylvestre, et ont insisté pour me rejoindre. Elle saignait beaucoup de son visage à cause de la chirurgie esthétique. J'ai dit non. Et c'est Donald Trump qui dit qu'il se sent visé par ces journalistes. Un jour, quand les choses se seront calmées, je vous raconterai la réelle histoire de Joe Scarborough et sa petite amie de longue date qui est vraiment pas sûre d'elle, Morning Mika, donc Mika toujours Brzezinski, 2 clowns, disait-il. On en rigole, mais quand on pense à qui est l'auteur et surtout... Et vous allez voir que les réactions dans ce sens sont quand même assez amusantes, hein, d'ailleurs, par la suite. En tout cas, le Washington Post a quand même consacré une page opinion à cette question. Donald Trump ne va pas bien, entendez vraiment dans le sens il est zinzin. Alors forcément, ça a été repris. Morning Joe sur MSNBC a consacré une spéciale pour raconter toute l'histoire, donc le harcèlement du National Enquirer qui allait consacrer une mauvaise une à ce couple. Et donc la Maison-Blanche qu'aurait appelé en disant « Appelez Donald Trump pour qu'il fasse sauter l'article et ça ira mieux ». Donald Trump qui dit « C'est pas vrai, c'est une fake news ». MSNBC qui a répliqué sur son compte officiel Twitter. Triste pour l'Amérique quand le président passe son temps à harceler, mentir et faire des attaques personnelles sur les journalistes au lieu de faire son boulot. Mark Kornbloh, qui est le porte-parole du groupe dont fait partie MSNBC, qui tweet ceci: « Je n'aurais jamais imaginé un jour dans ma vie où j'aurais pensé il est en dessous de ma dignité de répondre au président des États-Unis » Et puis également Jake Tapper, qui est présentateur CNN, et ça me rappelle au fait. Et comment se passe la campagne pour le cyberharcèlement de Melania Trump? Voilà, où va la société du spectacle, hein. Merci beaucoup Laure Badin. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.